Bonjour à tous. Alors, avant de démarrer, je vais peut-être vous demander de lever vos mains si vous m'entendez pour vérifier que le son passe bien. Super, je vois que les mains se lèvent. Alors, si vous avez des petits problèmes techniques, n'hésitez pas à utiliser le chat. Ça me permettra de peut-être vous aider. Voilà. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Sandra Moreau. Je suis conseillère au 18-19 et je suis ravie de vous accueillir lors de cette semaine du financement et des subsides. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le 18-19, donc le 18-19, c'est un service régional d'information et d'orientation pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs bruxellois. Donc, on a en fait toute une équipe de conseillers qui peuvent répondre à toutes vos questions liées à la gestion d'une entreprise ou à la création d'une entreprise à Bruxelles. On a également un super site internet si vous avez envie d'y jeter un petit coup d'œil avec vraiment beaucoup d'informations et très riche. Donc, c'est intéressant de l'avoir dans les favoris. Et alors aussi, donc on organise, comme vous le savez peut-être, toute une série d'événements durant l'année. Et donc ici, vous êtes dans le contexte de l'organisation de la semaine du financement et des subsides. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Abirab, consultante chez Dominor, qui va vous animer un atelier sur les aspects juridiques de l'ouverture de capital pour la création d'une société. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sandra. Alors avant de te laisser la parole, je vais vite peut-être faire une dernière communication pour les participants. Donc si vous avez des questions, vous allez devoir utiliser le chat du système. Et donc moi, je suis vos questions tout au long de la session et on y répondra. En tout cas, Stéphanie y répondra juste à la fin de la session. Voilà, je te laisse la parole Stéphanie. Merci Sandra. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents. Merci à Sandra et à tous ses collègues du 18-19 pour l'organisation de cette semaine qui est super intéressante. Comme Sandra vous l'a dit, je m'appelle Stéphanie Abirad, je suis consultante en droit des sociétés chez DUPS et je suis aussi co-coordinatrice du projet DUPS chez Dominor. Alors, qu'est-ce que c'est DUPS? DUP, c'est un service intégré qui est tout en un pour accompagner les fondateurs de start-up et de scale-up à lever des fonds, avec un accompagnement à la fois financier, juridique et en gouvernance d'entreprise. L'idée, c'est d'avoir vraiment un support dans ces trois domaines et d'avoir un accompagnement tout au long du processus de la levée de fonds. C'est-à-dire que ça va de la préparation du plan financier à la conclusion de toute l'opération et de toute la transaction avec les investisseurs, en passant par la négociation, la recherche des investisseurs, toute la rédaction des documents juridiques, etc. Alors, DUP, c'est aussi une marque de Dominor. Donc, c'est plus de 30 ans d'expérience dans la défense des actionnaires, dans la gouvernance. On a lancé officiellement cette marque en septembre 2020 et l'idée, c'est vraiment d'avoir toute l'expertise et l'expérience de Dominor avec une approche qui est axée startup et qui répond tant en termes de flexibilité qu'en termes de rémunération aux intérêts et aux besoins des fondateurs de startup. Alors, le but de mon exposé aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner un aperçu le plus large possible des questions juridiques qui se posent tout au long d'un processus de levée de fonds et auxquelles il faut être attentif pour maximiser les chances de succès de la levée de fonds. Alors, l'idée, c'est pas du tout de vous bombarder de notions techniques juridiques, mais plutôt vraiment de mettre le doigt sur quelques points clés qui vont permettre peut-être de mieux appréhender le processus et donc de mieux s'y préparer pour que ça aboutisse à quelque chose qui corresponde le mieux à la fois aux fondateurs et à la fois aux investisseurs. Alors, je vais avancer de manière assez chronologique et après mon introduction, je vais vraiment aborder la préparation, les composants classiques du processus de levée de fonds et la situation post-investissement. Et ensuite, j'ai aussi sélectionné quelques-unes des questions les plus fréquentes qu'on reçoit de la part des fondateurs. Et je les passerai en revue avec vous pour essayer de vous montrer un peu comment tout ça s'applique en pratique dans la réalité. Et comme Sandra l'a dit, on aura aussi quelques minutes pour des questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions par écrit via le chat. Alors, le premier point sur lequel j'ai envie d'insister, même si ça peut paraître un peu bateau, c'est le caractère vraiment critique
de la levée de fonds pour une startup et pour le fondateur de la startup. Alors, on a tendance à toujours se focaliser sur des questions de prix, sur des questions de valeur de la levée de fonds, mais la levée de fonds, c'est avant tout un bouleversement complet du mode de fonctionnement de la société, du mode de développement, du produit ou des services, et de l'équilibre qui existe au sein de la société entre tous les acteurs en jeu, que ce soit les fondateurs, les co-actionnaires, les premiers investisseurs, les friends and families, et les nouveaux investisseurs qui entrent. Alors, tout ce nouveau partenariat qui va se mettre en place entre les fondateurs et les investisseurs va dépendre notamment d'un problème d'asymétrie. Il y a une asymétrie qui est double. Il y a premièrement une asymétrie d'information entre les fondateurs et les investisseurs, parce que c'est bien sûr le fondateur qui connaît beaucoup mieux son projet, ses produits, ses services, son équipe, sa capacité à atteindre ses objectifs et à réaliser son business plan, son plan financier. Mais il y a de l'autre côté une asymétrie d'expertise, parce que souvent l'investisseur a beaucoup plus d'expérience dans les levées de fonds que le fondateur et va avoir des meilleurs réflexes et va mieux se positionner dans la négociation pour arriver à protéger ses intérêts. Et souvent, ça va de pair avec des moyens financiers qui permettent à l'investisseur d'être parfois mieux conseillé, mieux encadré, mieux accompagné dans sa levée de fonds. Alors, tout ça, ce sont des raisons qui justifient d'autant plus de maîtriser au maximum le processus, de comprendre comment il va fonctionner et d'y arriver en étant préparé au mieux quand c'est possible. Alors, je vais passer rapidement sur ce qu'est une société, une personne morale, puisque c'est le préalable à toute levée de fonds. Alors, c'est vrai qu'on rencontre en pratique parfois des projets très early stage qui sont développés hors d'une structure de société, avec des petits investissements, des friends and families qui se font sous forme de prêts et directement à la personne physique, à l'entrepreneur. Mais quand il s'agit de lever des montants plus importants, ou quand il y a plusieurs cofondateurs, par exemple, la société est vraiment un préalable à la levée de fonds. Alors, comment ça fonctionne une société? En théorie, on a vraiment 3 différents niveaux de compétences et des niveaux de pouvoir différents au sein de la société. On a ce qu'on appelle l'assemblée générale, qui rassemble en fait tous les actionnaires, qui sont les propriétaires des actions de la société, les propriétaires de la société donc, et qui sont en charge de prendre les décisions très importantes pour la société. On a en dessous le conseil d'administration, qui est composé des administrateurs qui sont responsables de la gestion et de la stratégie de la société. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle l'administrateur délégué ou le CEO, qui est responsable de la gestion journalière de la société, qui lui a été déléguée généralement par le conseil d'administration. Alors ça, c'est la théorie. Mais en pratique, on sait que c'est pas toujours comme ça que ça se passe, surtout dans les PME et les startups très early stage, où on va retrouver plutôt une confusion des rôles, des 3 rôles, des 3 niveaux de pouvoir dont on a parlé avant, au sein de la même personne. On va avoir souvent ce qu'on appelle la société de l'actionnaire dirigeant fondateur, qui va cumuler toutes ses compétences et qui va contrôler totalement toute la société, des décisions importantes aux décisions purement journalières du day-to-day de la société. Alors, souvent, ça va avec un non-respect des formalités, parce que quand on est au four et au moulin, on n'a pas souvent l'occasion de se poser, de se dire, OK, il y a de l'administratif à faire, il y a des choses à mettre par écrit, et on a souvent aussi ce qu'on appelle l'AG du comptable, qui est un terme de juriste, pour dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'assemblée générale. Il n'y a pas forcément de moment de l'année où l'actionnariat se réunit pour discuter des comptes, pour discuter de l'exercice social qui s'est terminé, et pour avoir réellement une assemblée générale. Et c'est simplement la signature de documents qui sont nécessaires pour respecter les obligations légales. Alors, ce qui se passe quand un investisseur entre dans la société, c'est que ces équilibres vont changer et cette situation où on a une seule personne qui globalement est concernée, même s'il y a d'autres actionnaires, même si il y a parfois des cofondateurs, le fait de rassembler tous ces pouvoirs et tous les niveaux de compétences au sein d'une même personne, ça va changer au moment de l'arrivée d'un investisseur. Pourquoi? Parce que si
l'entrée de l'investisseur se fait sous forme d'apport en capital, il va y avoir une dilution inévitable des fondateurs. Donc une perte d'une partie de la propriété de la société, une perte d'une partie des actions qui vont être transférées à l'investisseur et donc, en conséquence, une perte d'une partie du contrôle total que les fondateurs avaient sur leur société. Et donc c'est le moment où la théorie qu'on a vue en premier avec les 3 niveaux de pouvoir va devenir la pratique, puisqu'il n'est pas possible pour l'investisseur de se dire OK, j'investis dans un projet, j'investis dans une société, et je n'ai aucune vue sur ce qui s'y passe, et toute la main est du côté des fondateurs qui ont le contrôle sur tous les niveaux de pouvoir de la société. Alors très rapidement, sans entrer dans les détails, il y a eu en Belgique une réforme du Code des sociétés en 2019, dont l'objectif était d'apporter un maximum de flexibilité et plus de liberté pour les entrepreneurs qui veulent entreprendre en Belgique. Alors, à l'issue de cette réforme, on a principalement 2 formes de sociétés qui se présentent classiquement pour des projets d'entrepreneuriat en Belgique. On a la société anonyme et la société à responsabilité limitée. Et ce que la réforme du code a fait, c'est qu'elle a apporté plusieurs éléments dans la SRL qui vont permettre aux entrepreneurs d'adapter un petit peu une structure légale qui normalement est relativement stricte et relativement encadrée à une situation concrète qui peut être particulière, qui peut être différente de celle d'une autre start-up ou de celle d'un autre projet d'entrepreneuriat. Et la première chose que cette réforme a faite, c'est supprimer la notion de capital minimum au sein de la SRL. Ça veut dire qu'on n'a plus une obligation de mettre un certain montant de fonds dans la société pour pouvoir la constituer. Ce que le code nous dit maintenant, c'est qu'il faut fournir à la société des capitaux propres suffisants pour pouvoir atteindre ses objectifs et pour pouvoir honorer les dettes qu'elle a vis-à-vis de ses créanciers, pour pouvoir réaliser son plan financier. Donc, c'est plus souple, effectivement, que le capital minimum social, mais ça entraîne aussi une responsabilité particulière de la part des fondateurs d'une société qui doivent justifier, sur base d'un plan financier, qu'ils ont doté la société de capitaux propres suffisants. Alors, une autre nouveauté qui est très, très intéressante pour les entrepreneurs, c'est ce qu'on appelle les apports en industrie. Alors, les apports en industrie, c'est quoi? C'est le travail qu'un fondateur ou qu'un autre actionnaire peut apporter à la société, peut fournir à la société. Et le code permet maintenant que dans les SRL, ce travail soit récompensé, soit contrebalancé par l'attribution d'actions. Donc ça permet à un fondateur qui typiquement n'a pas la possibilité d'investir énormément en capital, mais qui par contre a investi et va continuer à investir énormément en temps et en travail dans la société, d'être rémunéré sous forme d'actions, comme si le fondateur avait apporté du capital, donc au même titre que les investisseurs, avec le même type d'actions qui vont lui donner la même proportion de contrôle sur la société. Encore une nouveauté en SRL, c'est ce qu'on appelle la démission et l'exclusion à charge du patrimoine social. C'est très intéressant dans une situation de conflit entre des co-actionnaires où une situation de blocage doit être réglée par la sortie d'un des acteurs, d'un des co-actionnaires, pour pouvoir permettre à la société de continuer à se développer et de sortir de sa situation de blocage. Souvent, cette sortie est compliquée parce que racheter les actions de quelqu'un pour le faire sortir ou obliger quelqu'un à nous racheter nos actions pour pouvoir nous-mêmes sortir, ça implique d'avoir des liquidités, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est même rarement le cas dans un projet très early stage de start-up ou de PME. Et en fait, la démission et l'exclusion à charge du patrimoine social va permettre à l'actionnaire sortant de se faire racheter ses actions par la société elle-même. Et donc, sur base du patrimoine de la société et non des liquidités qu'un des actionnaires restants devrait pouvoir débourser pour débloquer la situation. Et alors, une dernière grosse réforme de 2019, c'est la plus grande flexibilité qui est apportée à tout ce qui concerne la cession des titres, la cession des actions
et des obligations, par exemple, dans des sociétés. Et à la fois en SA et en SRL, le code permet maintenant de créer vraiment un système, un équilibre sur mesure qui va correspondre, que ce soit en temps, que ce soit en stade de développement, en nombre d'acteurs, à un projet particulier, à un entrepreneur particulier, à une start-up particulière. Ça va vraiment apporter beaucoup de flexibilité et ça rend en pratique la structure de société beaucoup plus intéressante et moins lourde pour les fondateurs et les entrepreneurs qui vont se retrouver dans une structure qui va être vraiment adaptée à leurs besoins, à leur vision, à leur horizon de développement de leur société et pas dans une structure lourde qui s'impose comme une cage, comme ça pouvait être le cas, ça pouvait en tout cas être ressenti comme ça avant, avec beaucoup d'obligations légales qui n'ont pas forcément de sens et qui ne sont pas forcément adaptées à leur situation propre. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet maintenant, la levée de fonds, elle implique de se préparer beaucoup. C'est parfois un élément qui manque dans les dossiers sur lesquels moi je travaille. C'est cette idée que la levée de fonds, elle ne commence pas au moment où on se dit j'ai besoin de fonds, j'ai besoin de liquidités, je dois aller voir les investisseurs maintenant. La levée de fonds, elle se prépare longtemps à l'avance parce que le résultat de cette levée de fonds va dépendre en premier lieu de la confiance que l'investisseur va avoir dans le projet, mais aussi dans les personnes qui les développent. Donc il y a une attention toute particulière qui doit être apportée à l'équipe qui développe le produit, qui développe les services, qui va jouer vraiment un rôle très très important pour l'investisseur. À nouveau, à cause de cette asymétrie d'information, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait que l'investisseur est très dépendant des personnes qui gèrent le projet, qui gèrent la boîte au jour le jour. Un autre aspect qui va aider l'investisseur à se sentir en confiance, à être rassuré, c'est le sérieux avec lequel la société va être gérée avant la levée de fonds. Ça implique notamment de mettre des choses par écrit, ça implique de respecter les règles légales, ça implique de faire parfois des conventions d'actionnaires, même très basiques quand on a deux cofondateurs ou qu'on a, on a déjà des investisseurs friends and family qui sont entrés dans la société. Ça implique aussi de mettre par écrit des décisions qui ont été prises par le conseil d'administration, par l'assemblée générale, par le CEO. Ça implique d'avoir de ne pas avoir seulement des accords verbaux entre la société et ses fondateurs en termes de rémunération, en termes de propriété intellectuelle, mais de mettre tout ça par écrit. Et ça implique aussi d'avoir une comptabilité qui soit tenue de manière sérieuse et qui respecte les règles, et pas seulement au moment de la levée de fonds, mais déjà dans les quelques mois, voire les quelques années qui précèdent le moment de la levée de fonds. Alors, un aspect très très important qui est parfois aussi sauté par les fondateurs dans le cadre de la levée de fonds, c'est les questions que le fondateur doit se poser avant d'entrer dans un processus de négociation et de levée de fonds. Alors, la première question, c'est la question du timing. C'est clairement plus facile à dire qu'à faire, mais l'objectif est de ne pas attendre d'être à court de liquidité pour aller lever des fonds. Se trouver à un moment où on sait qu'on a encore de la place pour 4 semaines, 8 semaines, 3 mois de développement sur base des liquidités que la société a, ça implique d'être dos au mur et ça implique que dans les négociations avec les investisseurs, on n'est pas dans une situation de force. L'investisseur le sait et ça veut dire qu'on va avoir plus de mal à aller chercher des bonnes conditions dans le cadre de la levée de fonds. D'autres questions qu'il faut se poser en tant que fondateur avant de lever des fonds, c'est quelles sont les attentes du partenariat en fonction du projet, en fonction de la personnalité de l'équipe. On a des levées de fonds où des fondateurs vont rechercher uniquement du capital, uniquement de l'argent. On a d'autres levées de fonds où c'est fondamental pour le projet que en fait l'investisseur ait un apport industriel en plus de son apport financier, qui ait un apport en termes de clientèle, en termes de synergie. Et tout ça, c'est des questions qui doivent se poser avant, puisque ça va déterminer
vers quel type d'investisseur on va aller chercher des fonds. Le type d'investissement qu'on va aller rechercher est important aussi. Il va dépendre principalement du plan financier et du besoin en financement qu'on va identifier sur base du plan financier. L'investissement peut se faire uniquement sous forme de capital, peut se faire sous forme de dette, peut aussi se faire sous forme de dette convertible qui est à cheval entre le capital et la dette. On en parlera un petit peu plus tard. Mais tout ça, c'est des questions qui doivent se poser avant d'entrer dans le processus pour pouvoir beaucoup mieux cibler la préparation des documents de la levée de fonds, la préparation des contacts qui vont être pris avec les investisseurs. C'est un peu moins fondamental, mais ça reste important. Se poser des questions sur le type de gouvernance qu'on veut voir mettre en place une fois que la levée de fonds aura abouti. Comme je vous l'ai dit, on passe d'une structure où tous les rôles sont généralement mis sur la même personne, sur les mêmes épaules, à une division des pouvoirs qui va impliquer d'avoir un équilibre, d'avoir des contre-pouvoirs, des contrepoids pour le CEO et pour le fondateur. Et ça, c'est des questions que le fondateur doit se poser avant. Quand on a le luxe, entre guillemets, de pouvoir aller voir le type d'investisseur qu'on recherche et de pouvoir proposer un type de partenariat et pas de se le voir imposer par l'investisseur, c'est très très important de savoir déjà quel type de partenariat on recherche suite à l'investissement. Alors, toujours des grands principes, mais qui sont cette fois liés plus à la négociation. C'est très important de toujours identifier les attentes de l'investisseur. On a parfois une approche très noir ou blanc d'opposition entre les fondateurs et les investisseurs qui implique parfois des malentendus ou des compréhensions un petit peu erronées des demandes de l'un et l'autre. Donc identifier les attentes, comme dans toute négociation, c'est très très important ici. Alors, on a parlé des questions qu'il faut se poser, mais il faut aussi poser énormément de questions. Il ne faut pas oublier que la négociation, le but de la négociation, c'est effectivement qu'il y ait un match entre l'investisseur et la startup et le fondateur, mais qu'il y ait aussi un match dans l'autre sens entre le fondateur et l'investisseur. Tous les investisseurs sont pas bons pour tous les fondateurs et inversement, et il n'y a pas de raison de forcer. Ça arrive hein, parfois et c'est tout à fait compréhensible, mais l'intérêt d'un investisseur suscite de la fierté, suscite de la confiance dans le projet et fait que les fondateurs ont envie d'aller un petit peu vite, sont très contents d'avoir une marque d'intérêt d'un investisseur et se posent très peu ces questions-là. Mais il faut que l'investisseur corresponde au projet. Il faut qu'il y ait un alignement sur la vision qu'ont les fondateurs et l'investisseur des prochaines années, de l'évolution du business plan, parce qu'ils sont amenés à être en partenariat, à travailler ensemble, et généralement pour quelques années encore dans le futur. Donc voilà, c'est le moment où il faut se poser ces questions. Il ne faut pas attendre de voir aboutir la levée de fonds pour se demander si l'investisseur correspond bien au fondateur. Et alors, comme toujours, négocier sur base de critères objectifs, savoir qu'effectivement, la force de négociation va dépendre de la situation concrète du fondateur et du projet. C'est clair que si on n'a pas encore de traction client, si on a un produit ou un service qui n'est pas encore, dont le développement n'est pas encore abouti, on ne va pas négocier de la même manière que si on a déjà une liste de commandes interminable ou si on a déjà un produit fini dont le développement est abouti. Et alors un dernier point qui peut être intéressant, c'est toujours d'identifier quelles sont les alternatives s'il y a un échec de la levée de fonds. Qu'est-ce qu'on fait si ça fonctionne pas? Et ça permet en fait de comparer cette situation théorique à l'accord qui est sur la table et voir si en fait on n'est pas en train de rentrer dans un accord qui est tellement mauvais qu'il vaudrait mieux ne pas en avoir du tout. Alors, on a quelques cas où les levées de fonds sont en échec.
C'est-à-dire qu'on entre dans un processus de levée de fonds. On commence à rechercher des investisseurs, on commence à pitcher, et on arrive à une situation où en fait on n'arrive pas à lever des fonds. Et c'est intéressant de regarder ces cas pour voir un petit peu les raisons qui peuvent amener à ces hypothèses d'échec. Une des premières raisons, c'est tout ce qui touche à la préparation financière, au business plan et aux hypothèses qui sont sélectionnées dans le cadre du plan financier. On a des cas où ces hypothèses-là ne tiennent pas la route, où elles sont pas réalistes, elles sont pas réalisables, et où ça saute aux yeux des investisseurs potentiels. Et donc, en fait, aux conditions qui sont proposées, même à des conditions inférieures, on ne trouve pas d'investisseurs qui soient prêts à prendre le risque aux côtés du fondateur. On a parfois, mais c'est généralement un stade un petit peu ultérieur, un prix de la levée de fonds qui va être inférieur à la valeur et la valorisation de la boîte qui a été utilisée dans des précédentes levées de fonds. A priori, c'est aussi un symbole d'échec, puisque si la valeur de la boîte descend dans le temps, c'est que le business plan ne se réalise pas et c'est que les projets de développement ne se réalisent pas. Alors, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, mais avoir un investisseur qui ne correspond pas au projet ou qui ne correspond pas à la manière de fonctionner de l'équipe en place, ça risque d'être un problème et ça peut amener à une levée de fonds qui en fait est réussie en surface, mais qui finalement ne permet pas de développer le produit parce qu'on a un investisseur qui n'a pas du tout la vision du management sur le développement du projet, qui va bloquer certaines décisions, ou qui va rechercher du rendement à tout prix, par exemple, dans une phase du développement où ça ne va pas de pair avec le niveau de développement de la société. Alors, les déclarations et garanties, on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est un aspect très très important de la négociation avec un investisseur. Ça consiste en quoi? C'est en fait l'idée que l'investisseur qui investit dans une société qu'il ne connaît pas, sur laquelle il a quelques informations qu'on lui a données, mais il n'y a pas vraiment de certitude qu'il a toutes les informations, qu'il n'y en a pas d'autres qui sont cachées ou qui ne sont pas cachées mais qui sont ignorées à tort ou à raison par les fondateurs, va essayer de couvrir un maximum son risque. Et comment l'investisseur fait ça? Il le fait par des déclarations et garanties par lesquelles les fondateurs vont déclarer certains éléments à l'investisseur et vont lui garantir qu'ils indemniseront l'investisseur si ces déclarations s'avèrent erronées, ou si on découvre de nouvelles choses que les fondateurs étaient censés connaître et qu'ils ignoraient à tort. Ça va être souvent un point de blocage dans le cadre des négociations parce que il y a beaucoup de questions qui se posent sur la portée des déclarations et garanties. Il y a beaucoup d'options possibles, donc beaucoup de choses à négocier. Et il y a surtout la question des liquidités qui vont permettre ou pas aux fondateurs d'indemniser l'investisseur s'il y a quelque chose qui se passe mal dans les déclarations et garanties. Et donc, on a parfois ça comme situation, des levées de fonds qui techniquement ont abouti, et donc qui pourraient sembler être en situation de succès, mais qui amènent en fait à un accord déséquilibré, à un partenariat qui ne fonctionne pas avec l'investisseur et à du coup une situation de blocage qui va avoir des conséquences, avoir un impact fort sur le développement du projet et sur la réalisation du business plan. Alors, on va rentrer maintenant dans le détail de la levée de fonds en tant que telle. On a parlé de la préparation très early stage, mais la préparation qui précède directement la levée de fonds, elle consiste en quoi? Elle consiste non seulement en la préparation d'un business plan, d'un plan financier qui doit, comme on l'a dit, être réaliste, tenir la route. On a une première valorisation de la société qui est très importante, qui est souvent passée par les fondateurs qui se disent c'est pas à moi de valoriser ma boîte, on verra avec l'investisseur à combien lui va valoriser mon projet. Mais c'est fondamental pour le fondateur d'avoir déjà une idée
de ce que vaut sa société et, d'être sûr de pas laisser de l'argent sur la table là où il y en a. Alors, sur base du business plan, on va aussi identifier le besoin de financement, c'est-à-dire mettre un montant, un chiffre qui sera nécessaire pour pouvoir atteindre tous les objectifs du plan financier sur les 3, 5, 7 prochaines années en fonction de l'horizon du plan financier. Et puis, il y a toute une préparation de la data room qui peut déjà être entamée avant même de rentrer dans la négociation pure et simple. La data room, c'est quoi? C'est une sorte de bibliothèque virtuelle de tous les documents qui vont être transmis à un investisseur potentiel, pardon, pour que celui-ci puisse réaliser sa due diligence, donc son enquête sur la société, avant de confirmer ou pas son investissement. Et c'est typiquement un processus, celui de la due diligence, qui peut mettre du temps dans des sociétés qui existent depuis un certain nombre d'années ou qui ont une certaine taille. Alors, c'est vrai que dans une PME ou dans une start-up, ça a tendance à être beaucoup plus court, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Et quand on se retrouve dans une négociation de levée de fonds et qu'on est parfois dos au mur au niveau du timing et qu'on a besoin de lever des liquidités le plus tôt possible, le fait d'avoir une data room qui soit déjà prête et de pouvoir dire à l'investisseur, si on a une offre, si on a une proposition, une marque d'intérêt de votre part, on peut réagir très vite et dans les 24 heures, un jour, 2 jours, une semaine, on peut vous fournir une data room avec tous les documents qui sont nécessaires pour que vous puissiez faire votre enquête, pour que vous puissiez faire votre due diligence. On gagne énormément de temps. Et le fait de faire ça avec un conseiller permet aussi de mettre le doigt avant l'investisseur sur des potentiels problèmes qu'il pourrait y avoir ou des illégalités, le non-respect de certaines formalités qui peuvent être réparées avant que l'investisseur fasse sa due diligence et qu'il arrive une fois que la société est gérée en règle. Et ça va jouer clairement sur sa confiance et sur les conditions auxquelles les fonds vont pouvoir être levés. Alors, ici, vous avez un schéma vraiment très classique, très standard d'une levée. Il va y avoir une structure classique qui va clairement être plus ou moins modifiée selon les cas pratiques. On a chaque levée de fonds qui est vraiment unique, qui va dépendre à la fois des personnes, du projet, de la taille, du type d'investisseur. Et donc, on va clairement avoir certaines étapes de cette structure qui vont passer à la trappe ou qui vont prendre plus de temps en fonction de la levée de fonds en particulier. Alors, une fois qu'on a le business plan, notre valorisation et surtout notre besoin en financement, on va pouvoir se mettre à la recherche d'investisseurs. Ça implique de prendre des contacts, ça implique de signer des clauses de confidentialité, ce qu'on appelle les NDA, dans le but d'avoir une marque d'intérêt. Donc d'avoir un investisseur qui va nous remettre une lettre d'intention ou un term sheet qui confirme son intérêt pour la société, qui va déjà marquer son accord sur certaines conditions du deal et qui va s'engager à faire sa due diligence, à examiner tout ce qu'il y a dans la data room et à être en mesure par la suite de s'engager de manière formelle pour un investissement. On va, en fonction du type d'investisseur qu'on a trouvé, du nombre d'investisseurs qu'on a trouvé aussi, déterminer tous ensemble la structure de l'investissement. Est-ce que cet investissement se fait sous forme de capital, de dette, d'un mélange des deux? Est-ce que l'investissement se fait en une tranche ou en plusieurs tranches? Il est très fréquent d'avoir une première partie de la levée de fonds qui est libérée au moment de la signature et une deuxième, une troisième, une quatrième partie qui dépendent de certains objectifs qui doivent être atteints dans le futur. Ça peut être des objectifs purement liés au business plan et au chiffre d'affaires que le business plan prévoit, projette sur les prochaines années, en disant, mais voilà, la tranche 2, elle va arriver au moment où 50% du business plan est réalisé, la tranche 3, elle va dépendre de tel ou tel autre critère. Donc voilà, c'est des questions à se poser une fois qu'on a le montant total de l'investissement, le type et le nombre d'investisseurs qui se trouvent autour de la table. Il y a la due diligence dont on a parlé,
qui va porter sur des données financières, des données juridiques, des données techniques, qui va concerner la propriété intellectuelle de la société, les différents contrats que la société pourrait déjà avoir avec des créanciers, avec des clients, avec des fournisseurs. L'idée, c'est d'être très, très, très large. Et pour l'investisseur, de vraiment se couvrir au maximum, de dire s'il y a quelque chose à trouver, il faut que je le trouve maintenant. C'est moins risqué que de le trouver une fois que j'ai mis mon argent dans la société. Et une fois qu'on a ça, on a vraiment la négociation au sens strict des conditions juridiques et de gouvernance d'entreprise qui vont s'appliquer au partenariat et la rédaction de toute la documentation juridique. On a parfois une convention cadre, la déclaration et garantie dont j'ai parlé tout à l'heure, et alors les pactes d'actionnaires et les conventions de management qui vont être déterminantes dans la suite du partenariat avec l'investisseur. Alors, pour revenir sur les différents éléments qu'on a vus dans la timeline, l'engagement de confidentialité, le NDA, c'est vraiment un premier contact que le fondateur, que la société va avoir avec l'investisseur. L'objectif, il est de protéger les deux parties. Pour la société, il est de protéger les fondateurs et le projet en lui-même contre des fuites d'informations qui pourraient être utilisées par des concurrents, comme les informations sur les process, tout ce qui est secret d'affaires. Et alors, pour la société, ça donne effectivement un gage de sérieux vis-à-vis de l'investisseur, qui sait que la société est consciente des infos qu'elle a et est consciente de l'importance de les protéger contre des fuites qui sont non autorisées. Et alors pour l'investisseur, ça va lui permettre à lui de maintenir la confidentialité de son intérêt et des conditions financières qu'il est prêt à proposer pour l'investissement. Alors quelques points d'attention dans ces NDA. C'est le scope, donc la portée des informations qui sont soumises à l'obligation de confidentialité. Il y a la portée de l'engagement, il y a la durée de cet engagement des deux côtés. Et ce qui se passe s'il y a une violation de l'engagement de confidentialité, quels types d'indemnités sont prévues et comment celles-ci peuvent être mises en œuvre. On a à ce stade parfois aussi une liste des informations qui vont être communiquées à l'investisseur. Quand on a une data room dont on a parlé tout à l'heure qui est déjà préparée, avec une sorte d'index de table des matières de cette data room, on a souvent ça qui est communiqué avec le NDA à l'investisseur. Alors, une fois que ce NDA a été communiqué et que l'investisseur est sûr de son intérêt pour la levée de fonds, on va généralement avoir ce qu'on appelle une lettre d'intention, letter of intent, ou un term sheet, qui vont être plus ou moins liants. Donc c'est un document assez général qui va confirmer l'intérêt de l'investisseur pour la société, pour le projet, pour l'investissement, et qui va déjà fixer certains éléments, certains principes sur lesquels l'investisseur est prêt à, sur base desquels l'investisseur est prêt à avancer, ou la société est prête à avancer, puisqu'il arrive que le term sheet soit soumis par la société à l'investisseur et non l'inverse. Alors, le point d'attention le plus important, c'est clairement la portée de l'engagement. On a autant de lettres d'intention et de term sheet liants que non liants, et ça change complètement l'impact juridique que ça va avoir pour la société. Il y a la possibilité pour un investisseur de dire je suis intéressé. La valorisation qui m'a été proposée, le montant de l'investissement, a priori, ça peut fonctionner pour moi, mais je me réserve le droit de changer d'avis, je me réserve le droit de renégocier le prix sur base de ma due diligence. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'engagement autre que l'engagement de négocier. Il n'y a pas d'engagement d'aller jusqu'au bout de la levée de fonds. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir cet engagement, du point de vue des fondateurs, bien entendu, et d'être sûr que, sauf dans certaines conditions qui sont limitativement énumérées, l'investisseur est lié par cet engagement et que quand un fondateur entre dans un processus de levée de fonds avec un investisseur particulier
ce qui implique énormément de temps, de meetings, de réunions entre le management et les investisseurs potentiels, ce qui implique parfois de donner une exclusivité à cet investisseur et donc d'arrêter les discussions avec d'autres potentiels investisseurs. Mais dans ce cas-là, c'est quand même plus confortable pour un fondateur, pour une startup, d'avoir un engagement liant et de s'assurer que, a priori, si certaines conditions sont respectées, l'investissement va se faire et va aboutir. Alors, on a parlé des déclarations et garanties qui vont se trouver après dans les documents finaux de la levée de fonds, mais il arrive souvent qu'à ce stade de la discussion, on parle déjà des déclarations et garanties pour être sûr de mettre de côté ce point de blocage plus tard dans le processus. Alors, on reprend souvent les grands principes qui vont devoir se trouver dans une convention d'actionnaires si l'investissement aboutit. On reprend des délais et des conditions qui vont s'appliquer à la due diligence, avec des engagements de l'investisseur de réaliser sa due diligence dans un certain délai, qu'on va essayer d'avoir le plus court possible quand on est du côté des fondateurs, bien évidemment. On a cette exclusivité dont j'ai parlé, qui est intéressante parce que quand on accepte de la donner à l'investisseur, on a tendance à avoir plus de confort dans le cadre des discussions, à avoir un investisseur qui est plus rassuré, qui sait qu'il n'est pas en concurrence avec 10 autres personnes et qui peut lui aussi prendre le temps et investir les ressources nécessaires dans le processus, dans la négociation, dans la due diligence. D'un autre côté, comme on l'a dit, c'est un processus qui, au niveau des fondateurs, prend énormément de temps, qui implique que pendant toutes ces réunions, toutes ces discussions, ces négociations, on met un petit peu le business entre parenthèses et on ne peut pas se consacrer autant que d'habitude au projet et au développement du projet. Et ça peut être très gênant quand on perd ce temps et qu'on se retrouve en bout de course avec un processus de levée de fonds qui n'aboutit pas et du coup l'obligation de recommencer ce processus avec un autre type d'investisseur. Et puis on a aussi, on retrouve souvent dans les term sheets aussi, tout un timing sur lequel les parties se mettent d'accord, si tout se passe bien, pour être certain que qu'à la date où les fondateurs se retrouvent un peu dos au mur, où on n'a plus de liquidité nécessaire pour continuer à avancer, on ait un deal qui se passe à ce moment-là et qu'on rythme les discussions pour être sûr qu'elles s'étalent pas trop en longueur. Et puis, on a parfois des term sheets qui prévoient que tous les frais des conseillers, donc si la société fait appel à des conseillers pour avancer dans le processus, si les fondateurs se font conseiller, que ces frais peuvent être pris en charge dans le cadre de la levée de fonds et donc faire partie des montants de l'utilisation des montants levés auprès de l'investisseur. Alors, pour revenir sur cette due diligence, qui est vraiment l'enquête approfondie de l'investisseur, ce qu'on retrouve en pratique pour le moment, c'est généralement des data rooms électroniques, donc cette bibliothèque virtuelle dont je vous ai parlé, qui va reprendre tous les documents qui sont nécessaires pour que l'investisseur puisse faire son enquête. Et ça couvre généralement, en fait, tous les documents qui sont en possession de la société. Toutes les conventions, tous les contrats qu'il pourrait y avoir, tous les devis, toutes les missions qui ont été signées avec des clients, tout ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle de la société, tout ce qui concerne la technique qui est liée au produit. Et tout ça, ça sert à quoi? Ça sert vraiment à ce que l'investisseur puisse se faire une vision la plus précise possible de l'état du projet, de l'état de la société, et qui sache en soi, en conséquence, mesurer son risque, déterminer quel est le risque qu'il est prêt à prendre et surtout à quel prix. Alors, comme on l'a dit, ça va vraiment dépendre de la taille de la société. Quand on est dans une start-up qui a une durée d'existence qui est très limitée ou quand on est dans une société qui existe depuis 20 ans,
la taille de la data room et donc la durée de la due diligence est très très différente, évidemment. Un élément qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'il y a toujours des éléments à corriger dans une société. Donc, on va jamais avoir une due diligence et une data room, euh, une due diligence qui est faite et à l'issue de laquelle l'investisseur va dire, en fait, tout est nickel. Tout est géré de manière parfaite, il n'y a rien à améliorer, il n'y a pas de risque que j'identifie particulièrement sur base des documents que vous m'avez donnés, ça n'existe pas. Donc, il y a toujours des éléments à discuter et ça fait un peu partie du jeu des négociations. Il y a toujours des éléments sur lesquels l'investisseur va se baser pour essayer de renégocier les conditions de l'accord ou pour négocier des déclarations et garanties un petit peu plus larges qui couvriraient des risques plus grands qu'il aurait identifiés sur base de la due diligence. Alors, le signing et le closing de l'opération, c'est quoi? C'est la concrétisation de la levée. Donc, on va réaliser l'opération et on va signer tous les documents qui doivent être signés pour pouvoir lever des fonds. On a d'une part tous ces documents contractuels qui vont être négociés, notamment la convention d'actionnaire et la convention de management, et parfois une convention cadre qui va être en fait une sorte de convention structure qui va déterminer comment vont se passer les choses, les engagements de l'investisseur, les engagements des fondateurs vis-à-vis de l'investisseur. Ça va être très intéressant quand on a des investissements qui se font sous forme de tranches, puisque c'est cette convention cadre qui va fixer le timing, les dates auxquelles les tranches successives peuvent être libérées, et surtout les critères, les objectifs qui vont permettre de libérer ou pas certaines tranches. Et puis on a toute une série de documentation légale qui doit être signée dans le cadre d'une levée de fonds. Il faut savoir que si c'est une augmentation de capital, il y a une assemblée générale extraordinaire qui doit se tenir et qui se fait d'office devant un notaire. L'entrée de l'investisseur va très souvent impliquer une modification des statuts, va impliquer de devoir rédiger des procès-verbaux de conseil d'administration, certains rapports spéciaux du conseil d'administration à destination de l'Assemblée générale. Et donc, tous ces documents-là doivent être signés à la date du closing. On parle parfois de signing et parfois de closing parce qu'on a parfois une séparation, une double concrétisation de la levée de fonds, un signing dans un premier temps avec la signature de certains documents et le closing avec la réalisation d'opérations qui n'ont pas pu se faire en même temps que la signature des documents et qui nécessitaient un délai entre les deux. Mais au stade d'une startup, on a souvent le signing et le closing qui se passent au même moment, puisqu'on a un petit peu moins de complexité au niveau de la documentation légale et des opérations à réaliser. Alors, il y a trois choses qui vont déterminer principalement comment le partenariat va se passer avec l'investisseur une fois l'investissement réalisé. Le premier élément qui va impacter ça, c'est vraiment la structure du deal dont on a déjà parlé. On a principalement trois types de financement différents. Un financement en capital, donc c'est vraiment un apport en cash qui va se faire dans la société sous forme d'une augmentation de capital. On parle plus techniquement d'augmentation de capital dans les sociétés à responsabilité limitée, puisque je vous ai dit qu'il n'y a plus de notion de capital social. Mais voilà, cet apport de capital est toujours possible contre des actions. Et c'est le type de financement auquel on pense en premier lieu généralement dans le cadre d'une levée de fonds. On a aussi du financement par la dette. Donc souvent c'est lié à des prêts bancaires. Ça peut être des prêts auprès d'organismes publics ou d'institutions qui mettent à disposition d'entrepreneurs des fonds à certaines conditions. Et puis on a cet intermédiaire entre le capital et la dette, qui est en fait la dette convertible. Et ces trois types de financement vont présenter chacun forcément des inconvénients et des avantages. Quand on a un investissement qui se fait uniquement en capital, on a l'avantage de ne pas avoir de poids financier sur la société. Donc la société ne va pas devoir rembourser chaque mois des intérêts, va pas devoir à un certain moment commencer à rembourser
en principal le montant d'un emprunt. Et donc, ça laisse plus de capital disponible pour pouvoir financer la croissance de la société et le développement du projet. D'un autre côté, quand on a un investissement qui se fait en capital, on a une dilution qui est inévitable, donc une perte partielle de la propriété de la société, puisque au lieu d'avoir 100% des actions, on va se retrouver avec un investisseur qui prend une partie de cette propriété de la société et donc du contrôle de la société. Quand on fait appel à un investissement sous forme de dette, l'avantage c'est qu'on n'a pas cette dilution, on n'a pas cette perte de propriété, puisque le prêteur n'a pas de droit sur la propriété de la société, ne possède pas d'action après l'opération. Un autre avantage qu'on a, c'est que les intérêts du prêt sont généralement déductibles fiscalement pour la société, ce qui peut être très intéressant. Alors, c'est par contre un peu plus risqué pour la société que le capital, puisque les remboursements doivent être faits à temps, peu importe la situation financière de la société, et que on peut se retrouver à un moment où on peut dire aux actionnaires, ben voilà, il n'y a pas de rendement pour le moment, on est en phase de développement, on est en phase de croissance, mais on ne peut pas aller dire aux prêteurs d'attendre un petit peu que la situation se développe pour pouvoir honorer les paiements, les échéances d'intérêt et les échéances de remboursement. Alors, on a cette dette convertie qui va prendre un petit peu les avantages du capital et les avantages de la dette, puisqu'on ne va pas avoir de dilution dans un premier temps en tout cas, puisqu'on fonctionne comme de la dette classique. Et on a cette structure qui est très attractive pour les investisseurs, puisque on n'a pas ce risque lié au capital et on a plus de flexibilité qu'avec la dette. Donc les investisseurs vont pouvoir en fait se permettre de prendre un peu plus de risques en se disant je suis couvert, j'ai un peu un pied des deux côtés et en fonction de l'évolution de la situation, je peux tirer mon épingle du jeu et essayer de m'en sortir pas trop mal. Alors l'inconvénient qu'on a par contre avec la dette convertible, c'est que la dilution, elle est possible, mais elle est différée. Donc si cette dette qu'on a contractée est convertie par l'investisseur à un moment dans le futur, il va y avoir cette dilution de la même manière que la dilution serait intervenue si on avait eu un investissement en capital. Un autre problème qui peut se passer dans le cadre d'une conversion, c'est que ce prix de conversion va être établi au moment où on lève la dette convertible. Donc à un moment T0, et au moment de la conversion, au moment T plus 1, ce prix de conversion sur lequel on s'est accordé peut être, ça arrive, et c'est le but en principe, inférieur à la valeur de la société au moment T plus 1. Et donc ça peut être assez désavantageux pour les fondateurs qui vont du coup avoir une dilution un peu plus importante qu'elle l'aurait été au moment où la dette convertible a été levée. Alors, le deuxième élément qui va être déterminant dans le partenariat qui va se mettre en place entre les investisseurs et les fondateurs, c'est la convention d'actionnaires. Alors, les problématiques qui justifient la conclusion d'une convention d'actionnaires, c'est ces problématiques qui sont classiquement liées au financement par capital et qu'on vient de voir maintenant. Ce problème de liquidité, le problème de l'asymétrie d'information entre les investisseurs et les fondateurs, le fait que, notamment en conséquence de cette asymétrie d'information, les investisseurs sont très dépendants aux fondateurs et aux managers. L'investisseur va dépendre de la motivation des fondateurs, de continuer à s'impliquer dans le projet, de continuer à le développer et du coup de continuer à atteindre les objectifs et réaliser les objectifs qui sont prévus dans le plan financier. Une autre problématique, c'est l'horizon d'investissement qui est parfois très très différent pour des fondateurs et pour des investisseurs. On a des investisseurs qui ont comme principe d'avoir un rendement dans les 5 ans, et donc qui souhaitent obtenir un droit de sortie dans les 5 ans avec, si possible, un rendement important.
c'est assez schématisé, mais on a aussi des fondateurs de l'autre côté qui ont une vision qui parfois est beaucoup plus long terme. Et donc, on a cette différence qui peut justifier qu'on doive se mettre d'accord au moment de la levée de fonds et pas attendre que les problèmes naissent. Et ce que cette convention d'actionnaires va faire, c'est qu'elle va, si elle est bien faite, mettre en place un équilibre global entre les fondateurs et les investisseurs qui tiennent compte vraiment de ces intérêts qui peuvent parfois être opposés des deux côtés et qui peuvent permettre de mettre en place un partenariat qui est attractif pour les investisseurs, pour les fondateurs et qui permettent de continuer et d'encourager le développement du projet. Un des éléments souvent essentiels, c'est de s'assurer que à la fois les investisseurs et les fondateurs restent impliqués dans le projet et dans la gestion de la société au jour le jour pour pouvoir atteindre les objectifs du business plan. Et alors, on parle souvent de rendement et de possibilités de sortie pour pouvoir rassurer l'investisseur sur ce point et dire, voilà, on est d'accord que quand on atteint ton horizon d'investissement, pardon, on a un processus qui est mis en place pour que tu puisses atteindre tes objectifs aussi, en plus des nôtres. Alors, un autre aspect qui est très important et qui va déterminer comment le partenariat va se passer après l'investissement, c'est la convention de management. Souvent, ce qu'on rencontre en pratique, c'est des situations où avant la levée de fonds, il n'y a pas vraiment de convention de management. Donc, le fondateur, le CEO, travaille pour le projet, travaille pour la startup, mais sans convention. De toute façon, il y a rarement assez d'argent pour s'octroyer une rémunération. Donc, on se dit à quoi ça sert de faire un contrat puisqu'on peut de toute façon pas s'octroyer de rémunération. Ça change bien évidemment quand l'investisseur entre en jeu et l'investisseur va exiger qu'il y ait une convention de management la plus classique possible, avec une rémunération qui soit correcte, qui soit conforme au marché, pour justement pouvoir s'assurer de l'implication, de la motivation du fondateur dans le cadre du projet et du développement du projet. Alors, certains points d'attention sur lesquels je voudrais insister, c'est la première chose, la rémunération. Comme je l'ai dit, on vient parfois d'une situation où il n'y a pas du tout de rémunération pour le fondateur avant la levée de fonds. Donc, on a tendance en tant que fondateur, à se réjouir même avec peu. Mais c'est pourtant très important d'avoir une rémunération qui soit conforme au marché, qui évite des frustrations, qui évite un problème de motivation et qui peut bien entendu être, et c'est même conseillé, réparti entre une partie fixe de la rémunération et une partie variable qui soit liée à certains objectifs alignés sur le business plan. On va avoir très classiquement des clauses de non-concurrence qui sont très importantes pour l'investisseur aussi, puisque l'investisseur prend ce risque d'investir dans une société et compte sur le fait que le fondateur va rester investi dans la société et va rester motivé pour développer le projet. Il va bien sûr vouloir s'assurer que si le fondateur décide de quitter la société, il puisse pas, avec justement toutes ces informations et toute son expertise sur le projet, ouvrir une boîte concurrente juste à côté et foutre en l'air le projet. Alors, un autre point d'attention, c'est justement cette durée pendant laquelle on va exiger du fondateur qu'il reste impliqué dans la gestion de la société et ce qui se passe dans le cas où il y a une fin anticipée de la convention de management par le fondateur ou par l'investisseur. Alors, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on se retrouve après l'investissement, comme je vous l'ai dit, il y a une énorme partie de l'équilibre et de la réussite du partenariat qui va dépendre de ce qui a été négocié pendant le processus de levée de fonds ou qui a été préparé avant le processus de levée de fonds. Il y a aussi, bien évidemment, une partie qui dépend du comportement des parties une fois que l'investissement a été réalisé. On voit parfois malheureusement des situations catastrophiques où finalement la levée de fonds
s'est passé de manière assez classique, sans déséquilibre particulièrement important entre les parties, avec une négociation qui était raisonnable, mais où malheureusement on a des situations de blocage qui naissent dans un second temps après l'investissement parce qu'on a des problèmes de transparence, parce qu'on a effectivement parfois des mauvaises nouvelles, parfois des choses qui se passent pas comme prévu, des tuiles, des objectifs du business plan qu'on n'arrive pas à atteindre. Et on a parfois une gêne ou une honte ou un manque de transparence, en tout cas, vis-à-vis de l'investisseur à ces moments-là, alors que toutes les informations doivent être partagées, qu'il s'agisse des bonnes ou des mauvaises nouvelles. On a parfois un problème dans la répartition des rôles de chacun. Ça n'a pas été défini clairement entre les parties, ça n'a pas été défini de manière ouverte ou en tout cas pas de manière assez claire. Et on a un petit peu de tension, un petit peu de frottement entre la liberté opérationnelle que le CEO, le fondateur pourrait avoir, le pouvoir de l'investisseur de venir contrôler, de venir vérifier ce qui se fait dans la boîte. Et donc ça peut entraîner parfois des frictions et des situations de blocage. On a parfois un conseil qu'on donne dans nos startups qui est d'avoir des administrateurs indépendants au conseil d'administration. Donc, on a généralement au conseil d'administration, pardon, des administrateurs qui représentent les fondateurs, enfin, un ou plusieurs administrateurs qui représentent les fondateurs, un ou plusieurs administrateurs qui représentent l'investisseur. Et le fait d'ajouter à cette équation un administrateur ou plusieurs administrateurs indépendants qui ne représentent donc ni l'investisseur ni le fondateur permet non seulement d'ajouter des compétences autour de la table et de permettre d'avoir un petit peu plus de recul, de ne pas avoir autour de la table uniquement des personnes qui sont le nez dans le guidon et qui sont très très proches des enjeux, très très proches des objectifs à atteindre. Et ça peut être très, très bénéfique pour le développement du projet et pour l'approche qu'ont les fondateurs et les investisseurs de la gestion de la société. Alors, comme dans beaucoup de partenariats, il y a toujours un risque de conflit, il y a toujours un risque de blocage. Et là, c'est très important que dans le pacte d'actionnaires, dans les statuts, on ait prévu une obligation de tenter un règlement amiable des conflits, que ce soit par une médiation, que ce soit par des discussions. Mais c'est vraiment important d'avoir mis en place à l'avance des processus qui vont être déclenchés en cas de conflit, en cas de blocage, pour éviter de tenir trop longtemps dans des situations de friction et du coup d'avoir beaucoup de conséquences sur le business, sur le développement du projet, qui peuvent parfois être catastrophiques et irrémédiables. Alors, comme je vous l'ai dit, ce que je pense faire maintenant avec vous, c'est reprendre une partie des questions qu'on nous pose le plus souvent, que les fondateurs nous posent le plus souvent. L'idée ici, c'est de voir un petit peu comment en pratique ça se met. Tout ce qu'on a dit, je sais que ça doit sembler très théorique, c'est parfois très technique. Et c'est pas important de retenir tous ces détails, mais l'idée c'était vraiment d'avoir une vue globale et de se dire ok, je sais à quoi je dois faire attention, je sais où je dois poser des questions, etc. Et alors, en pratique, comment ça se passe c'est très différent. Je pense que c'est valable pour toutes les tout ce qui est juridique, mais il y a ce qui est sur papier, il y a ce qui est en pratique, et on a très souvent des situations qu'il était difficile d'anticiper dans le cadre d'un pacte d'actionnaires, ou qui dépendent vraiment d'éléments extérieurs qui sont complètement indépendants de la valeur de la personne du fondateur ou de la personne de l'investisseur, qui sont parfois liés au marché, qui sont parfois liés à la météo, à la situation, à la guerre, etc. Il y a tellement d'éléments qui peuvent amener à s'éloigner du schéma classique, du business plan classique sur lesquels on était basé, qu'effectivement, on ne peut pas couvrir toutes les situations. Mais il y a énormément de situations qui peuvent être anticipées et sur lesquelles les parties
peuvent communiquer le plus tôt possible dans le processus pour éviter qu'il y ait des blocages à un moment crucial du développement de la société et que ce soit la société qui en pâtisse et le projet qui en pâtisse. Alors, une des questions qu'on nous pose le plus souvent, c'est la question de la dilution. Il arrive que dans le cadre de la levée de fonds, on n'arrive pas à négocier des conditions de valorisation plus hautes et qu'on se retrouve à être très dilué parce que les besoins de financement de la société sont importants et que dans l'état actuel, la valorisation de la société n'est pas très grande. Est-ce que cette dilution, elle est définitive ou est-ce que on peut prévoir, on peut mettre en place des mécanismes qui vont permettre de renverser en partie cette dilution dans le futur? Alors oui, on peut prévoir ce genre de mécanisme. On peut notamment octroyer aux fondateurs des options sur action qui vont parfois être intégrées dans la rémunération variable du fondateur, du CEO. Par exemple, sur base de KPI, on va dire, on va fixer des objectifs et déterminer que sur base de ces objectifs, on va octroyer au fondateur des options sur action qui vont lui permettre, à un moment T, selon certaines conditions, de convertir ces options sur action en actions et donc de reluer sa participation dans la société. On peut aussi attribuer aux fondateurs des droits de souscription qui vont, eux, s'appliquer à la prochaine levée de fonds sur base d'un prix qui va généralement être déterminé au moment où on octroie les droits de souscription et donc qui peut être intéressant pour le fondateur puisqu'il va rentrer, il va pouvoir souscrire à de nouvelles actions à un prix plus intéressant, un prix plus bas que celui de la prochaine levée de fonds et qui va donc lui permettre à nouveau de se reluer un petit peu, de reluer sa participation dans la société. Alors, une autre question qu'on nous pose assez souvent, c'est la question de savoir si il faut absolument garder une participation majoritaire dans la société pour pouvoir garder le contrôle de la société. Alors, la réponse est bien évidemment non. C'est pas parce qu'on a moins de 50% des actions qu'on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe dans la société. Il y a plein de mécanismes qui peuvent être mis en place dans ce but-là, notamment des mécanismes de majorité renforcée, donc des décisions qui doivent être prises avec une majorité plus importante que la majorité classique de 50% plus 1. Ces majorités renforcées, il y en a qui sont prévues dans la loi pour des décisions importantes, comme les modifications des statuts, qui font par exemple, qui nécessitent par exemple d'avoir 75% de votes positifs et qui font qu'un actionnaire qui a seulement 30% puisse bloquer une modification des statuts ou d'autres décisions qui doivent être prises à cette majorité-là. On peut aussi prévoir conventionnellement, dans la convention d'actionnaires, que certaines décisions importantes doivent être prises avec un seuil de majorité plus important que 50%. On va typiquement prévoir que des investissements au-dessus d'un certain montant doivent être pris avec une majorité renforcée, que des décisions importantes de fusion, de scission de la société, de la vente d'une partie importante du patrimoine de la société, le fait de signer une convention de partenariat avec un acteur qui représente X parts de marché, etc. On va considérer que toutes ces décisions qui sont importantes, qui sont vraiment très propres à chaque société, il n'y a pas une liste de décisions importantes qui soit applicable à toutes les sociétés, que ces décisions-là doivent être prises avec une majorité qui est plus importante, plus grande que 50%. On a aussi ce qu'on appelle les droits de représentation au conseil d'administration et qui vont permettre à un actionnaire qui a 10, 15, 20% de la société, on peut prévoir ce qu'on veut, a d'office le droit de désigner un administrateur au conseil d'administration. Ça va permettre de jouer sur les équilibres et de faire en sorte d'avoir un conseil d'administration qui reflète un petit peu plus l'actionnariat de la société. On a maintenant beaucoup de flexibilité dans la possibilité de créer des droits de vote multiples. Donc on peut très bien prévoir que effectivement
le fondateur a vendu la majorité des actions de sa société, mais que les actions qu'il garde lui sont dotées d'un double vote, par exemple, alors que les actions de l'investisseur n'ont qu'une voix, une voix par action. Ça peut permettre aussi de bouger les équilibres et de changer et de trouver une solution qui permette à chacun d'avoir une vision sur la société et d'avoir un contrôle, tout en ne reflétant pas forcément le fait d'avoir une participation majoritaire ou pas dans la société. Et l'idée dans tout ça, c'est toujours d'avoir quelque chose qui soit raisonnable, qui soit équilibré et qui ait toujours un contrôle partagé. C'est intéressant effectivement pour l'investisseur parce qu'il a besoin d'avoir une vision sur ce qui se passe dans la boîte alors que c'est maîtrisé beaucoup mieux par les fondateurs, mais c'est aussi intéressant pour le fondateur qui a besoin d'avoir un contrepoids, qui a besoin d'avoir un partage de responsabilités parfois avec l'investisseur et de sentir qu'il est soutenu et qu'il n'est pas tout seul dans les démarches. Alors, une troisième question qu'on nous pose souvent, c'est celle de savoir si on peut accepter une valorisation assez basse de la société au moment de la levée de fonds parce que l'investisseur n'a pas confiance en le business plan, pense qu'il n'est pas réaliste et qu'il n'est pas prêt à rentrer au prix qui a été proposé par la société. Est-ce que c'est définitif? Est-ce qu'on peut éventuellement prévoir un mécanisme correcteur? Alors oui, c'est possible. Ça rejoint un petit peu la question 1, mais on peut avoir des options sur action, des droits de souscription qui sont en fait à un prix égal ou inférieur au prix de la levée de fonds et donc qui vont permettre, si les fondateurs parviennent à atteindre des objectifs qui s'étaient mis dans le business plan et auxquels l'investisseur ne croyait pas, d'être relués et de pouvoir augmenter leur participation et donc compenser un petit peu la dilution excessive qui s'est passée au moment de la levée de fonds. On peut aussi demander à l'investisseur de s'engager si certains objectifs du business plan se réalisent finalement à faire un nouvel apport en capital dans la société sans création d'actions nouvelles. Donc, ajouter des liquidités dans la société, ajouter du cash dans la société sans pour autant diluer davantage les fondateurs. Alors, une question qui touche beaucoup à la liberté opérationnelle des fondateurs, c'est celle de savoir ce qu'on peut prévoir ou pas comme arrangement entre le fondateur et l'investisseur pour que le fondateur puisse être assez flexible, continuer à avoir ses libertés opérationnelles, tout en garantissant que les intérêts de l'investisseur sont protégés. Alors, c'est non seulement quelque chose qu'on peut faire, mais c'est quelque chose qui est tout à fait conseillé. On en a parlé tout à l'heure. Le fait de ne pas avoir de répartition claire des rôles entre les différents acteurs et les différentes parties qui sont concernées est vraiment une source potentielle de blocage et de conflits et de tensions dans la société, et donc une source potentielle d'échec en fait du développement du projet. Donc c'est très très important de répartir les rôles entre les différents acteurs de manière très stricte, et bien évidemment c'est important de contrebalancer ça par des outils de reporting, donc une obligation pour le management, pour le fondateur, de transmettre de l'information vers l'extérieur, vers l'investisseur, et des majorités qualifiées qui peuvent permettre effectivement d'arranger le fondateur de temps en temps, mais qui peuvent aussi permettre à l'investisseur de s'assurer que si des décisions très importantes doivent être prises pour la société, il ait son mot à dire, même si techniquement c'est le CEO, le fondateur, qui est dans la gestion journalière de la société. Alors, qu'est-ce qui se passe si la levée de fonds se fait, le fondateur continue à développer le projet, du jour au lendemain, l'investisseur décide que le fondateur, sa manière de voir le produit, de voir la vision, sa vision du projet ne lui plaît plus. Il veut mettre fin à sa convention de management et mettre un autre CEO, un autre gérant à sa place. Alors, est-ce qu'on peut prévoir des mécanismes qui vont protéger un petit peu
le fondateur dans ce cas-là, on peut déjà prévoir dans la convention de management des conditions strictes et des délais dans lesquels on peut mettre fin à la convention de management. On peut aussi prévoir une majorité renforcée, donc les majorités qualifiées dont on parlait, pour les décisions qui sont liées à la convention de management, les décisions d'y mettre fin, les décisions de les renouveler, les décisions de modifier la rémunération du manager. Et alors, on peut prévoir ce qu'on appelle des options de vente pour les good leavers, donc prévoir une liste de cas dans lesquels si le fondateur quitte la société, par exemple parce que l'investisseur l'a mis dehors, sans faute grave, eh ben on est obligé de lui racheter ses actions. En fait, ce qui se passe souvent et ce qu'on a rencontré malheureusement dans beaucoup de cas, c'est des fondateurs qui se retrouvent mis à la porte au niveau management de leur société, mais qui ont encore une participation actionnariale dans leur société, qui détiennent encore 20, 30, 50% de leur boîte, mais qui perdent du jour au lendemain toute vision, tout contrôle sur la boîte. Et qui, après avoir investi tout leur temps, parfois souvent tout leur argent dans la société, se retrouvent avec ces 50% d'actions qui peuvent pas liquider, qui peuvent pas vendre pour pouvoir les réinvestir quelque part, les réinvestir dans un autre projet. Et donc, ce qu'on essaie de négocier, et ça passe pas toujours, mais ça arrive d'avoir des investisseurs qui sont très compréhensifs par rapport à ça et qui comprennent que ça fait partie de la motivation du fondateur de continuer à s'investir dans la société, vont accepter que si le fondateur quitte la société en tant que good leaver, donc dans des situations où il quitte la société indépendamment de sa volonté, il dispose d'une option de vente sur ses actions et donc qu'il puisse forcer l'investisseur ou les actionnaires restants à lui racheter ses actions à un prix qui est soit déterminé à l'avance, soit sur lequel on s'est mis d'accord sur une méthode de valorisation. Alors, ce qu'on trouve souvent dans les négociations et qui est parfois mal compris par les fondateurs, c'est une demande d'un investisseur de prévoir ce qu'on appelle les clauses d'inaliénabilité. Donc, d'empêcher le fondateur, pendant une certaine durée après la levée de fonds, de vendre ses actions, de sortir de la société. Et ça fait souvent partie des clauses qui sont inévitables dans les conventions d'actionnaires. Pourquoi? Mais tout simplement parce que le développement du projet et les objectifs qui sont définis dans le plan financier sont totalement dépendants du fondateur. Et donc, c'est normal, c'est classique que l'investisseur ait besoin de s'assurer que pendant un certain nombre d'années après la levée de fonds, le fondateur ne puisse pas quitter la société, vendre ses actions et faire un autre projet et se retrouver avec un projet qui tombe à l'eau parce qu'il est complètement dépendant de son fondateur. Donc c'est tout à fait classique. Et c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, c'est juste quelque chose qu'il faut comprendre et qui va en fait de pair avec cette dépendance de la société et donc de l'investisseur au fondateur de la société. Alors, ce que l'investisseur veut parfois prévoir aussi dans la convention d'actionnaire, et c'est un peu le contre-pied du good leaver et des options de vente dont on a parlé avant, c'est une clause qui force le fondateur à vendre ses actions à l'investisseur si le fondateur démissionne avant une certaine durée, un certain délai qui est prévu contractuellement. Donc là, on va parler plus de good leaver, mais de bad leaver. Et on va souvent avoir une obligation du fondateur de vendre ses actions à l'investisseur avec un prix sanction, c'est-à-dire un prix auquel on va appliquer une décote pour sanctionner en fait le fondateur d'avoir quitté ses fonctions avant d'avoir atteint ses objectifs, les objectifs qui sont prévus dans le plan financier. C'est parfois quelque chose qu'on a du mal à supprimer complètement de la négociation. Donc,
dans ces cas-là, on va surtout se concentrer sur la mise en place de garde-fous et de conditions strictes pour pouvoir appliquer cette situation et une définition très restrictive des cas où on va considérer le fondateur comme un bad leaver. Alors, on a des questions, comme je vous l'ai dit, souvent sur les déclarations et garanties. Donc, ces engagements des fondateurs et des actionnaires actuels à couvrir, à indemniser l'investisseur si certaines informations qui ont été transmises ne sont pas correctes ou si des informations qui n'avaient pas été transmises sont révélées par la suite. Alors, on nous demande quelle attitude adopter vis-à-vis de ces déclarations et garanties. Il y a deux choses. Il y a une première chose à garder en tête, c'est que ces déclarations et garanties, elles sont potentiellement un deal breaker pour l'investisseur. Donc, et c'est quelque chose qu'il faut accepter, qui est pas forcément fondé, mais qu'il faut accepter. Et donc, la position de négociation sur l'existence même des déclarations de garantie, elle est très faible. Par contre, ce sur quoi il y a moyen de discuter, c'est vraiment l'étendue de ces déclarations et garanties et surtout l'identification de la personne qui va se charger d'indemniser l'investisseur si jamais il y a un problème. Et c'est la question qui se pose souvent pour les fondateurs, c'est que les fondateurs n'ont pas beaucoup de liquidités et ne peuvent pas s'engager à indemniser, indemniser un investisseur d'une somme de 50 000 ou 100 000 euros parce que une des infos qui avait été transmise en fait n'est pas correcte et que le fondateur ne le savait pas. Donc ce qu'on va essayer souvent de prévoir, c'est que c'est la société même qui va indemniser l'investisseur et pas le fondateur. On va aussi essayer de limiter les délais dans lesquels l'appel en garantie, donc la plainte de l'investisseur pour des déclarations et garanties erronées doit se faire. Et alors, si on n'arrive pas à prévoir que l'indemnisation se fait par la société et pas par le fondateur lui-même à titre personnel, on va essayer de limiter au maximum le montant. On va plafonner le montant qui peut être dû dans le cadre de l'indemnité. Parfois, on plafonne ça par rapport à la rémunération annuelle du fondateur. On va prévoir que l'indemnité ne peut jamais être supérieure à la moitié de la rémunération annuelle ou à la rémunération annuelle une fois, ou par rapport à des montants absolus qui ne sont pas forcément liés à une rémunération. Alors, une petite dernière question qui est plus pratique que les autres sur la data room, qui est donc ce registre virtuel des documents qui vont être communiqués à l'investisseur dans le cadre de la due diligence. Ce qu'il faut savoir, comme pour le reste, c'est qu'au plus on s'y prend tôt, au moins il y a de travail à faire au moment où on doit mettre sur pied la data room. Donc au plus on a des choses qui ont été mises par écrit depuis le début, depuis la constitution de la société, au plus on a des règles qui ont été respectées, des formalités qui ont été respectées, au plus ça va être facile de compiler en fait tous les documents qu'on doit compiler et puis de les fournir dans un second temps à l'investisseur. Si tous ces documents sont déjà en plus classés de manière digitale et qu'on ne doit pas s'amuser à scanner, photocopier tous ces documents, c'est clairement un gain de temps aussi. Ce que nous on fait, c'est qu'on fonctionne souvent avec une checklist des documents qui sont les plus souvent demandés dans le cadre de due diligence et qui permet d'être sûr de ne rien oublier et d'avoir bien tout compilé au moment où on transmet l'index de la data room. Et alors, ce qu'on conseille de plus en plus, c'est de faire appel à des sites qui sont sûrs pour pouvoir transmettre la data room de manière électronique aux investisseurs, qui permettent de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de confidentialité, il n'y ait pas de problème de sécurité des échanges, et que d'un autre côté, on reste dans quelque chose qui soit facile à gérer et qui soit hyper accessible pour les investisseurs et pour les fondateurs. Voilà, c'était la dernière question du FAQ.
Pour conclure en quelques mots, je pense que ce qui est important à garder en tête, c'est que toutes les négociations et toutes les discussions qui vont avoir lieu dans le cadre d'une levée de fonds avec un investisseur euh, doivent être basées sur la volonté d'atteindre un équilibre, euh, la volonté de mettre en place des mesures qui répondent au bon sens et qui permettent aux parties, les fondateurs et les investisseurs, de travailler ensemble dans le futur. On a tendance à voir la levée de fonds de manière très ponctuelle comme un moment euh, et se dire, OK, il faut que ça se soit fait. Une fois que c'est fait, ça ira, je peux avancer. On oublie souvent que après la levée de fonds, il y a toute une phase de partenariat qui va commencer et que le nouvel acteur qu'on a laissé rentrer dans le capital va avoir son mot à dire, va avoir un impact euh, sur le fonctionnement de la société, sur le développement du projet. C'est quelque chose qu'on doit garder en tête avant, pendant et après le moment de la levée de fonds. Alors, clairement, comme j'ai dit plusieurs fois, au plus on va être prévoyant, au plus on va pouvoir lever des fonds à des bonnes conditions. C'est clairement plus facile à dire qu'à faire parce que c'est pas facile de prendre le temps pour de l'administratif, de prendre le temps pour avoir une vision à très long terme quand on est entrepreneur, quand on est tout le temps la tête dans le guidon, quand on est au four et au moulin et qu'on doit s'occuper de tous les aspects du développement du produit et du projet. Mais c'est pour ça qu'il y a tout un tas de ressources, tout un tas de personnes qui sont à la disposition des entrepreneurs et que ça vaut vraiment la peine d'utiliser ces ressources, de poser des questions, de se faire accompagner, de faire appel à ces gens-là dans un moment de levée de fonds qui va vraiment être crucial pour les entrepreneurs et pour leurs projets. Voilà. Merci à tous pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Merci Stéphanie. Alors on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a dépassé un peu le timing, mais je vais du coup sélectionner peut-être les questions qui me semblent les plus générales aussi pour que ça puisse répondre à tout D'accord. le monde. Alors ici, j'ai une question intéressante sur comment trouver des investisseurs qui matchent avec notre entreprise et nos valeurs et le projet. Alors, ça implique déjà de bien identifier les valeurs et le projet. Et ça, c'est la chose la plus intéressante parce que des investisseurs de toutes les sortes, il y en a. Il y a vraiment une disponibilité, il y a vraiment des fonds à investir dans la société, mais identifier ses propres besoins et le type de personne avec qui on veut travailler, c'est ce qui est le plus crucial là-dedans pour ce match. Et dans un second temps, ce qu'on peut faire, c'est faire appel à des acteurs qui ont des liens, des réseaux d'investisseurs qui eux-mêmes peuvent faire un filtre. Il y a énormément de ressources qui existent sur Internet avec, avec des filtres qui sont déjà appliqués sur les types d'investisseurs, en fonction de ce qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche un investisseur industriel? Est-ce qu'on recherche un fonds? Est-ce qu'on recherche des particuliers qui peuvent apporter une expertise qu'ils ont eue, des anciens entrepreneurs, et tout ça est vraiment accessible. Ces filtres sont vraiment accessibles, et sinon il y a effectivement ces acteurs qui ont leur réseau et qui vont vous guider, vous axer vers certains contacts en priorité. Merci. Alors, il y avait une question aussi par rapport. Est-ce que ce type de levée de fonds est aussi utile pour une ASBL ou une société à objectif plutôt sociétal? Je dirais oui et non. On a de plus en plus une mise en parallèle du régime applicable aux ASBL avec celui qui est applicable aux sociétés. Euh, donc techniquement, c'est possible, euh, mais on a d'un autre côté cette qualité de membre d'une ASBL qui n'est pas du tout similaire à la qualité d'actionnaire, qui va pas donner des droits similaires, et donc il est généralement plus difficile
de lever des fonds sous forme de capital auprès de membres d'ASBL, puisqu'il n'y a pas de contrepoids, ils n'ont pas ces droits qui sont accordés aux actionnaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fonctionne beaucoup plus avec des donations qu'avec des investissements en capital. Mais voilà, c'est vrai que toute cette présentation est plutôt axée sur le fait que l'investisseur qui arrive dans le cadre du processus a un souhait de rendement de son investissement, ce qui n'est pas toujours compatible avec une ASBL. Donc voilà, pour moi, pour l'ASBL, on passe plus classiquement par la donation et ça a beaucoup plus de sens par rapport au but de l'ASBL et à la qualité de membre. Très bien, merci. Alors, une dernière question. Désolée, hein, on va pas pouvoir passer toutes les questions en revue, mais n'hésitez pas à nous appeler au 18-19. On pourra certainement vous aider si jamais. Oui, Et je donc, vais la mettre les dernière infos de question. contact ici Ah si ben, jamais. N'hésitez pas, super. voilà, à envoyer un petit mail ou à appeler si vous avez d'autres questions. Super, merci Stéphanie. Alors, la dernière question qu'on va prendre, c'est plus par rapport à vos services chez DUPS. Est-ce que c'est intéressant de faire appel à vous pour corriger éventuellement un dossier, vérifier un dossier et minimiser les problèmes qu'il pourrait y avoir lors de la levée de fonds? Oui, bien sûr. On a en fait deux approches au sein de DUPS. On a une approche qui est une offre qui est très all-in, où, comme je l'ai dit, on va prendre en charge tout le processus des débuts à la fin. Et puis, on reste un bureau de consultance. Euh, on est disponible pour des missions plus ponctuelles, pour se concentrer sur certains aspects de la levée de fonds. Euh, euh, plus que d'autres parce que tous les besoins d'entrepreneurs sont pas les mêmes et que certains entrepreneurs sont au top au niveau financier, ont déjà un business plan, une valo, une identification des besoins de financement qui sont au top et sur lesquels ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont déjà encadrés ou ils ont déjà eux-mêmes l'expertise qui leur permet de le faire tout seul, qui ont besoin simplement d'aide dans la recherche de l'investisseur ou qui ont besoin d'aide uniquement dans la négociation, de la documentation juridique. Donc voilà, on travaille aussi de manière plus ponctuelle sur certains aspects des levées de fonds uniquement, sur certains dossiers. Super, ben merci beaucoup. Merci Stéphanie et merci à tous d'avoir participé à cette session et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir Stéphanie.